Tourmentée, violentée de l'Algérie des années 90, hein, où les publics ont malheureusement déserté tout espace, chose qui se passe aujourd'hui dans le monde. Hein. Encore une fois, merci d'être avec nous. Question-réaction, cultureclub@tv.dz. Elle est de retour ce soir. Après Alexander, la chute aux enfers, après les deux soleils, après nos âmes, elle est là, Amélie Bach, avec Transition, je vous rappelle, suivi du voyage au soleil. Bien tout ça est aux éditions d'Al Marifa. Bonsoir. Bonsoir. On parlait de souffrance, on parlait de questionnement, on parlait de restitution de cette histoire, mais vous aussi, vous êtes réellement dans cette réflexion, dans cette optique, Amélie Bach. L'une des premières questions que vous poserez, parce qu'il faut entre autres susciter la curiosité du public qui nous regarde ce soir, vous avez, comment dire, vous nous avez tourmenté à travers tous ces personnages qui sont dans une forme de doute, de questionnement et surtout de souffrance. Bah oui, il faut croire que je suis sadique. Oui, un sadisme littéraire d'une beauté extrême. Merci beaucoup. En fait, durant l'été dernier, j'avais commencé à écrire la suite de Nos âmes, donc le tome 2. Et puis, je sais pas, j'arrivais pas à me remettre dans la peau de Mallory. Il y avait ça qui vous habitait déjà. Qui tramait dans mes veines. Oui. Donc c'est vraiment un besoin en transition. C'est ce que j'ai écrit de plus intime jusqu'à présent. Oui, c'est une écriture tout en intimité. Encore une fois, je pense encore une fois, ce sont des nouvelles qui vous ressemblent le plus par rapport à ce que vous avez écrit, même s'il y a une forme d'écho entre le premier roman, Alexander, la chute aux enfers, jusqu'à ce dernier. Ce qu'il faut bien dire à ceux qui nous regardent, qui n'auraient peut-être pas lu Alexander, c'est un jeune adolescent, parce qu'elle adore voyager. Même si elle n'a jamais été aux États-Unis, elle nous fait visiter Los Angeles, Beverly Hills, c'est encore là si des souvenirs sont bons, où le jeune garçon, première scène à quelques pages, découvre sa mère morte, elle s'est suicidée, et ainsi commence l'histoire, pour ne pas dire de bêtises. C'est comme ça qu'a commencé. Et là, tous les personnages souffrent terriblement. Ils sont en quête de quoi, en fin de compte? Ben justement, ils sont en quête de quelque chose, quoi que ce soit. C'est-à-dire, on arrive à un point où, si on s'est engagé sur une voie, on arrive au point où on se dit, mais pourquoi je marche en fait? C'est quoi l'objectif? Est-ce que je fais demi-tour? Est-ce que je change de voie? Donc c'est un peu ça, c'est un doute envahissant, on va dire, que vivent ces personnages-là. Je disais encore une fois, il y a cette... On côtoie vos personnages, on est dans une forme d'intimité, on dialogue avec eux. Il y a également une forme d'empathie, on s'identifierait presque à vos personnages. Mais avant d'aller à la rencontre de tous vos personnages, on va parler de vous, Amélie Bach. Vous dites dès les premières pages, j'aime Alger quand il pleut, lorsque les façades grises des immeubles centenaires sont assorties au ciel de janvier, lorsque l'odeur de la chaussée mouillée enivre, lorsque les parapluies se déploient sur les trottoirs en un arc-en-ciel dégoulinant. J'aime être en voiture à écouter la chaîne 3, comme par hasard, la radio quand il pleut sur Alger. Ça me rappelle des trajets qu'on faisait quand j'étais enfant, mes parents et moi. Mais on revient au questionnement sur votre quotidienneté, et vous dites très souvent, je sais vraiment pourquoi, je ne sais pas vraiment pourquoi, j'ai un sentiment de culpabilité en pensant au plaisir que me procure l'hiver. Je garde un souvenir assez flou des Descartes, c'est votre lycée, ce qui est endormi, alors je recommence, je garde un souvenir assez flou de Descartes, ce qui est à dormir debout, étant donné que ça ne fait que 3 mois que je l'ai quitté. Mais avec la fac, ma nouvelle appartenance au monde des adultes, entre parenthèses, l'illusion de liberté que me procure la fameuse barre des 18 ans, l'impression d'avoir condensé plusieurs années dans ces derniers 3 mois. C'est quoi la transition en fait? Qu'est-ce qui est supposé faire un adolescent, un adulte au XXIe siècle? Grand point d'interrogation. Parfois pour blaguer, je me dis que je m'attendais à me réveiller le jour de mes 18 ans, fraîche, déterminée, avec toute ma vie soigneusement rangée dans ma tête, prête à suivre mon chemin. Mais c'est quoi votre chemin? Je sais pas vraiment en fait. C'est ça qui a provoqué les transitions. Oui. C'est-à-dire que jusqu'au bac, tout était organisé, tout était bien planifié. Mais à partir du bac, à partir de cette fameuse barre des 18 ans, je me dis que tout est possible en fait, que c'est là, normalement c'est à cet âge-là qu'on décide de... C'est la peur de sa vie à venir qui vous tourmente, j'ai l'impression. En fait, je dis souvent que j'ai peur d'être adulte, mais dans le moment, je dis en fait que j'ai peur d'oublier ce que c'est d'être jeune. Parce que je remarque qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont oublié ça. Ben vous le dites, en fait c'est juste que j'ai peur de devenir adulte essentiellement, ou plutôt que j'ai peur d'oublier ce que c'est d'être jeune. En temps normal, j'aurais fait dire ces propos à l'un de mes personnages. C'est fou comme l'écriture facilite la communication. Et vous aimez Alger quand il pleut? Alors,
Moi j'aime beaucoup Alger quand il pleut. Alors, et là, petit à petit, donc justement, nous allons à la rencontre de quelques-uns de vos personnages, à l'image de Stéphane. Ouais, Stéphane est un jeune étudiant, hein, apparemment, comme vous, à la fac, qui vit dans une ville européenne, apparemment. Hein. Dans la ville de ses rêves. Alors, Stéphane, c'est celui qui a réussi à réaliser le plus de rêves propres aux adolescents, c'est-à-dire il est dans une ville magnifique, dans une fac, la fac qu'il désirait, il a des amis, enfin il avait des amis. C'est vraiment la vie type que recherche un adolescent en ce moment. Mais on voit qu'en fait, il a suivi ce type-là, mais que c'est intéressant en fait. Mais il est dans un trou mort terrible, là. Vous décrivez la dépression, hein, dans cette nouvelle du moins. Vous dites bip bip, 5h du matin, le soleil s'était levé, les rayons commençaient à s'infiltrer impunément à travers les stores. 5h du matin, c'est tôt ou tard, selon perspective. Quand il y a du soleil, il fait beau ou pas, selon perspective. Et vous nous parlez justement de ce garçon. Il avait l'impression de porter un navire sur le sommet de son crâne, tant sa tête le faisait souffrir. Il avait pris un somnifère, bien sûr, mais après des années d'arrêt chimiquement forcé, le corps s'habitue et devient plus résistant. C'est vraiment terrible. Mais l'amour, malheureusement, n'a pas pu sauver ce jeune garçon. Enfin, pour l'instant, du moins. C'est-à-dire, je me réconforte un peu en me disant que malgré. J'ai fait souffrir mes personnages. J'espère qu'après le point final, ils vont un peu mieux quand même. Et ceux qui nous regardent pour se poser la question, mais pourquoi tous les personnages de Hania Merihnach dans son ouvrage Transition sentent en souffrance? Alors vous le dites, hein, il déprimait pourquoi? Un paquet de petits riens qui s'était transformé en beaucoup trop avec le temps et dont il ne voulait pas parler. Au début, il avait pensé à un petit coup de mou avec des études, le boulot, les sorties avec Hilda et Sam. Il avait pratiquement tout épuisé et il n'arrive malheureusement pas à trouver de réponse à ces questions. Impossible. Ouais. Mais en fait, c'est ça la dépression. C'est plus un état d'esprit, c'est une façon de vivre. C'est-à-dire cette dépression, elle engloutit la personne. On pense dépression, on mange dépression, on respire dépression. Donc, j'essaie un petit peu de personnifier cette. Est-ce que je peux poser? Bien sûr, allez-y. Pourquoi Stéphane? Pourquoi ces prénoms? Alexander? Vous ne vivez pas, vous vivez en Algérie. Ma question, enfin ma réponse préférée à cette question, pourquoi pas? Non, mais c'est pas nous en mettons pour pas avoir ça, non, mais c'est parce que peut-être est-ce une pudeur à parler de soi? Peut-être est-ce une pudeur de parler de soi? Et donc, moi, je connais une femme qui n'a jamais pu écrire en dehors du fait qu'elle mettait toujours des personnages étrangers, parce que quelque part, c'est se mettre en peut-être, je dis. Ouais. Alors, je me pose des questions. Pourquoi? Alors que nous, dans le théâtre, on a totalement le contraire. C'est-à-dire qu'on fait souvent, on adapte de manière à avoir des prénoms algériens pour se rapprocher. Je me pose des questions quand on a une forme d'écriture. Quand on écrit, c'est peut-être pour parler à l'autre, non? C'est pour être écouté, même pas. Vous savez, je ne pose pas ce genre de questions. Si c'est Stéphane, c'est Stéphane. Si c'est Ahmed, c'est Ahmed. Vous savez aussi bien que moi, parce que vous-même êtes une mère d'une petite fille, Hamida Eklahaj, mais cette jeune génération ne lâche jamais sa télécommande. Ils sont tous nébulés par les séries américaines. Sur Internet, ils ne voient que des séries. Voilà, aussi votre cas, Hania Merihnach. Je suis plus vers l'Angleterre. L'Angleterre, Je exactement. me rapproche. Alors, l'Angleterre, il y a également un... Pardon? Bah écoutez, chaque génération a ses prénoms. C'est pas un reproche, hein, c'est pas un reproche du tout. C'est juste une question pour comprendre. Il y a un personnage également à qui vous n'avez pas donné de prénom. Oui. Ça pourrait, chacun de nous pourrait s'identifier. J'ai deux amis à moi. J'ai deux amis à moi qui j'ai fait lire Transition avant que ça ne paraisse, et ils l'appellent le vieux méchant. Le vieux méchant. Mais est-il réellement méchant, hein? Alors la nouvelle a pour titre Autant vivre à en crever. Hein. Il dit dès le départ, je suis au bureau. Où diable pourrais-je être si ce n'est au bureau? Au Maldives, comme le petit stagiaire qui s'autorise déjà des vacances, pas mérité du tout après seulement un mois de boulot parce que le patron de la boîte pour laquelle je travaille a des vues sur la sœur du petit stagiaire. Moi, grand
point d'interrogation. J'ai 2 sœurs, elles sont toutes les 2 mariées. L'une des 2 est heureuse de son mariage, je ne sais plus laquelle. Hein. De toute manière, le patron n'aurait pas été intéressé par mes sœurs, même célibataires. Elles ne sont pas terribles, ni physiquement, ni mentalement. Enfin, leur compagnie est moins appréciable que celle de la sœur du stagiaire, en tous les cas. Donc, je disais que je pourrais être aux Maldives en ce moment même, à me dorer à pilule sous le soleil, au lieu d'en subir les flammes coincées, comme je suis dans mon foutu costume marron, qui m'a coûté la peau du cul, et que ma femme m'oblige à porter 3 jours sur 5, parce qu'il est classe, et qu'elle veut absolument que j'ai l'air classe, quand elle daigne s'afficher avec moi. Des fois, je me demandais si c'est moi qu'elle a épousé, ou juste un mannequin de magasin, avec 20 époux en prime, à habiller et à se coiffer à sa guise. Si au moins elle avait du goût, ça ne me dérangerait pas pour autant. Mais non, elle n'en a pas. Elle passe son temps à lire des magazines de bonnes femmes avec des jeunes starlettes à 2 kilos sans couverture, refaites du cheveu à l'ongle, photoshopées. Une version abstraite du corps humain et de sa construction naturelle. Ma femme suit les modes en somme et ça lui donne l'illusion d'avoir du goût, alors qu'elle n'en a pas. Pas du tout, ou vraiment très très peu. Aïe, je viens de me perdre je viens de me prendre le doigt dans l'agrafeuse en agrafant logiquement un document, ça saigne et ça fait mal. Et tous vos personnages ont mal à l'âme. Ouais, j'adore celui-là. Mais c'est vrai, on adore ce personnage, vraiment, parce que chacun de nous, je vous ai parlé d'empathie, hein. Quand j'ai fini votre ouvrage, je vous ai même envoyé un message sur la page. Exact pour vous dire, mais ce personnage en particulier m'a réellement parlé. Mais c'est quoi l'histoire de ce personnage? Il se pose des questions. Il aurait aimé être ce qu'il n'est malheureusement pas, et il apprend qu'il va mourir. Ouais. En fait, ce personnage-là en particulier, le vieux méchant, c'est quelqu'un qui a vécu sa vie, normalement en apparence, mais qui vivait une autre vie dans sa tête. C'est-à-dire, il réalisait tous ses fantasmes avec lui-même. Il même d'être avec une Russe. Bah oui. Mais le problème, c'est qu'il s'y croyait vraiment. Et je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Ouais. C'est-à-dire, dans leur tête, ils vivent totalement autre chose. Mais par procuration. Exactement. Ouais. Et puis, à un moment, quand on lui annonce qu'il est sur le point de mourir, où soudain, il réalise qu'il est vraiment en train de vivre une vie qu'il ne veut pas, dont il ne voulait pas. Donc en fait, je pense que cette méchanceté-là, ça cache beaucoup de déception. Il y a une amertume. Oui, mais beaucoup de déception en fait. Et j'ai peur justement de ça, d'arriver à 50 piges et de me dire que j'ai raté ma vie. Vous avez encore le temps, vous avez 18 ans. J'espère. Transition, suivi du voyage de Soleil Belge. Je ne pouvais pas refermer votre ouvrage parce qu'il y a beaucoup de nouvelles. Et puis également ce voyage fantastique de Soleil Belge. Il faut d'abord rappeler, vous savez, notre politique sur ce plateau, c'est de ne jamais raconter la fin des histoires. C'est ce qui va peut-être conduire ceux qui nous écoutent, justement, d'aller vers les théâtres, d'aller au cinéma et d'aller surtout chez les bons libraires. Alors ce personnage, parce que là, franchement, moi, ça me parle en tant qu'homme et ça me parle en tant qu'Algérien, maghrébin et méditerranéen. Quand il écrit à la page 46, le comble avec ma femme, c'est que pendant plus de 20 ans, j'ai eu l'impression d'être aux commandes de notre mariage. C'était moi le mâle qu'il fallait respecter et choir à tout moment. Je ne suis pas macho, hein, je l'ai traité comme une reine, ma femme. Cependant, tout homme qui se respecte, j'avais cette pensée misogyne quelque part au fond de mon esprit qui remontait à la surface ici et là quand je décidais que non, nous n'irons pas chez sa copine d'enfance pour passer des vacances à la montagne, que oui, ma mère pouvait rester 2 semaines chez nous si ça lui chantait, et que bien sûr que non, je ne voulais pas faire compte épargne commun avec elle quand c'était à la mode et que tout le monde se prouvait leur amour en déversant tout leur pognon dans une tirelire pour 2. Seulement, ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, c'était qu'elle en avait marre de sa copine d'enfance, qu'elle ne voulait rien laisser paraître parce qu'elles avaient trop d'amis en commun et qu'elles étaient amenées à se croiser l'une et l'autre assez souvent. Alors, elle préférait que ce soit moi qui refuse des vacances à la montagne. Et c'est d'ailleurs à moi que la copine en question ne parle plus depuis 6 ans, tandis qu'elle saute au cou de ma femme à chaque fois qu'elle se croise. C'est réellement ça, c'est l'histoire. Et à la fin, bien sûr, il le dit, j'ai jamais particulièrement aimé la vie que je mène, mais depuis que je sais que tout va s'arrêter plus tôt que prévu, je me dis qu'elle est quand même pas si mal, ma vie. Ça, c'est un message à ceux qui nous regardent et nous écoutent ce soir. Vivre l'instant carpe diem, profiter de chaque moment. Exactement, parce que chaque seconde pourrait être la dernière. Tout à fait, profiter de la vie. Et puis la dernière, c'est vous nous entraînez, si vous me permettez l'expression, dans un village, un vieux village anglais. Hein. Nous allons à la rencontre de Chris. Chris est une femme qui a également rêvé faire
mener une belle vie, se marier ou être en concubinage avec un homme qu'elle aurait aimé. Et ce ne fut malheureusement pas le cas non plus. Hein. Cet homme l'a entraînée par amour, parce qu'elle l'aime aussi, hein, dans ce vieux village anglais, je pense. Voilà, où il y a juste un bistrot, les jeunes sont tellement rares, mais elle s'y plaît en fin de compte, hein, où elle rencontre un vieux veuf avec lequel elle dialogue très très souvent. Ouais, en fait, Chris, c'est un petit peu... Elle a cédé à cet amour-là, mais bon, à la base, on voit qu'elle ne voulait pas. Hein, la scène de demande en mariage, c'est assez cocasse, on va dire. Ouais. Et on va dire qu'elle est heureuse dans son malheur. C'est-à-dire, elle trouve une part de bonheur dans cette existence, mais pas une vie. C'est-à-dire, elle est là, elle parle, elle discute, elle boit, elle se saoule, et puis c'est tout. Hein. Donc, et je pense que Chris est sur le point de transitionner, justement. De mes personnages, c'est celle qui est la plus proche de cette transition. C'est-à-dire qu'un matin, elle se réveillera, elle se dira, je plaque tout et je me casse. L'écriture de l'intimité, de l'intériorité et du questionnement, je vous conseille de le lire, c'est l'ouvrage de Ania Mérimage, il a pour titre Transition, et c'est paru aux éditions El Marifa. Merci beaucoup. Merci. C'est un véritable plaisir de vous rencontrer encore une fois, et conjurer nos ressorts en nous écrivant le 5e. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Ania Mérimage. Bonsoir, Khaled Slami.